Eh bien, il parle du jardin, et du jardin dans trois pays anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada. Le jardin est traité, disons, dans quatre grandes parties. Il y a le jardin vu par les scientifiques, le jardin vu comme un objet esthétique, et le jardin vu par les femmes. Enfin, le jardin comme terrain subversif. Et que ce soit enfin, dans tous ces cas de figure, le jardin est néanmoins filtré par le concept du mythe. Et si bien que à la fin, on voit que soit tous ces cas de figure émanent du mythe, soit tous ces cas de figure deviennent source de mythes. Donc on a des jardins qui sont issus enfin, de plusieurs mythes, enfin, le mythe de l'Éden et d'autres mythes qui parlent du jardin, mais il y a aussi, dans plusieurs cas, des créations de jardins qui deviennent des mythes en eux-mêmes. Je pense notamment enfin, au jardin du président Obama, qui cultivait par lui-même, par son épouse, et qui était devenu une sorte d'icône. Eh bien, c'est qu'il n'y a pas une seule raison, il y en a plusieurs pour lesquelles on l'a écrit. Il faut d'abord dire que ce n'est pas un livre individuel. On l'a conçu et réalisé à trois avec mes collègues Guélard Ivar et Jean-Michel Ivar. Ils sont tous les deux spécialistes de civilisation, moi-même je suis littéraire. Et donc la première raison, c'est que nous faisons tous les trois partie d'un laboratoire de recherche dont le premier axe est dédié au mythe. Il s'appelle Mythes et Sacré. Et ça fait donc du coup partie de nos intérêts, nos premiers intérêts enfin, de recherche. Le deuxième, c'est que nous faisons aussi partie de la SFR Confluence, c'est une structure fédératrice de recherche à la MRGT, à la Maison de la Recherche Germaine-Tillon, qui a comme objectif de fédérer la recherche entre différentes disciplines. Et le troisième axe de cette structure s'intitule Végétal, culture du végétal. Et du coup, comme on appartient tous les trois aussi à cet axe, voilà une deuxième raison. La troisième, c'est qu'on nous a commandé ce travail. Il y a un réseau international d'universités dont on fait partie qui s'appelle GUS, General United States Studies, et qui travaille sur le thème des icônes. Donc, comme ils savaient qu'on travaille aussi sur le mythe, ils nous ont dit, voilà, pourquoi pas le jardin comme icône, comme mythe. Et si vous acceptez, vous organisez donc cette recherche chez vous. On participe activement, financièrement, etc. Mais on vous donne la direction scientifique. Voilà trois premières raisons. Il y a aussi des raisons personnelles, parce que Guélard Ivar est spécialiste de l'environnement et de l'écologie. Son mari, Jean-Michel Ivar, est spécialiste de l'histoire des idées et de la religion au XIXe siècle. Et moi-même, je travaille beaucoup sur le mythe. Donc, il y a donc plusieurs raisons face à ça, ce qui font que, enfin, bon, on a vraiment accueilli ce projet avec grand plaisir. Qu'apporte-t-il de nouveau? Il y a, à vrai dire, beaucoup de livres sur le jardin qui sortent tous les ans, mais qui ne sont pas comme le nôtre. Souvent, les livres sur le jardin sont des livres de vie pratique ou des livres d'images, enfin, qu'on met sur une table et qu'on regarde. Celui-ci est bien sûr un livre scientifique, et sa particularité est qu'il est fait
par des chercheurs de disciplines différentes. Il y a des anthropologues, des historiens, des sociologues, des anglicistes, bien entendu, des littéraires, et chacun a apporté sa petite pierre, enfin et représente aussi sa discipline, pour aboutir à cet ouvrage. Mais ce n'est pas tant la pluridisciplinarité ou interdisciplinarité de ce travail qui est la plus intéressante, je dirais, et la plus originale. C'est que nous avons utilisé le concept de mythe de manière un peu moderne. Pour nous, le mythe était conçu d'emblée comme un véhicule d'idéologie. Le mythe est un concept assez problématique parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est aujourd'hui. On n'arrive pas à le définir de manière essentialiste parce que ce qu'il est. Parce que c'est un terme très ancien que l'on a récupéré au XIXe siècle. On a fait quelque chose de tout à fait différent de ce que cela signifiait dans l'Antiquité. Si bien qu'aujourd'hui, sa polysémie fait du mythe, comme a dit un spécialiste, une espèce de poubelle. On met toutes sortes de sens dans ce mot, sans savoir trop ce que ça veut dire. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas définir le mythe, non pas parce qu'il est, puisqu'on ne peut pas le faire, mais parce qu'il fait. Et quand on le définit par ce qu'il fait, on se rend compte qu'en fait, il porte des messages idéologiques très forts. Et le mythe d'ailleurs, enfin il y a d'autres chercheurs spécialistes sur le mythe qui l'ont dit, doit être vu plus comme un verbe que comme un nom, parce qu'il fait. Le meilleur moment, je pense que c'était quand on a réuni tous les chapitres qui composent cet ouvrage, après avoir évidemment créé le cadre. Et on a pu constater que des gens venant de disciplines si différentes, finalement, avaient créé quelque chose qui était une sorte de chœur. Une polyphonie qui était harmonieuse. Enfin, les articles sont en dialogue entre eux, les différents chapitres et les différentes parties aussi. Et car tout le monde a trouvé intéressante cette idée de considérer le mythe dans sa fonction idéologique. Eh bien, dans la foulée, on a travaillé aussi avec un autre collègue de notre laboratoire de recherche, Gérald Prère. Dans la même thématique, on a toujours considéré le mythe comme un véhicule d'idéologie pour faire un numéro spécial du Journal of the Short Story in English. C'est cette revue-là, qui est une revue internationale, publiée par notre laboratoire, revue semestrielle. Alors, c'est un numéro spécial sur... voilà, le titre, c'est « Representation and Rewriting of Myths in Southern Short Fiction ». C'est la même démarche. Le mythe, là, il est aussi considéré comme un véhicule d'idéologie. Et le résultat est tout aussi heureux.